Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode et le dernier épisode de la saison de Liberté pour les auditeurs. On a eu une saison longue, on a eu une saison des fois compliquée, des fois émouvante et des fois très stressante. Donc vous auditeurs, amis, amigos, pour la dernière, c'était important qu'on revienne un petit peu sur la globalité du monde ultra. Et quoi de mieux que de parler d'un livre culte. Je pense que pour les personnes comme moi qui ont plus de 35 ans à leur actif, connaissent. C'est bien sûr Génération Supporter, écrit par Monsieur Philippe Broussard, qui est sorti dans les années 90. Donc comme je vous le dis, un livre culte. On va en parler. On parlera aussi un petit peu de la différence des années 90 et des années 2000. Donc pour cela, nous recevons Philippe Broussard. Bonsoir Philippe et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. J'avais un petit retour, merci Philippe. Avant de commencer l'émission, bien sûr, à mes côtés, là, cette fois-ci, nous avons l'équipe est réduite à son minimum, mais nous avons quand même toujours à mes côtés Monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe, bonsoir à tout le monde. Nous avons aussi notre petit jeune que nous avons formé. Il est beau, il est jeune, il est socialien. C'est notre ami Thibaut. Bonsoir Thibaut. Non, c'est Théo, mais moi c'est Théo. Ouais. C'est Théo. Bonsoir Théo quand même. Non, mais je retiens, mais bonsoir quand même. Non, c'est l'émotion. Donc, comme je vous le dis, c'est la dernière. Nous aurons en deuxième partie. Nous reviendrons aussi sur les événements qui ont frappé encore les supporters de Montpellier. L'affaire Narpé. Donc vers à peu près moins 25, moins 20, Stéphane nous rejoindra. Stéphane qui est le président du groupe Camarga Unitat. Donc il viendra nous parler un petit peu du procès qui a eu lieu pour Narpé, des relations bien sûr si elles ont été détendues entre le club et eux. Donc tout ça ce sera en deuxième partie. Mais comme on dit, revenons à nos moutons. Philippe, vous pouvez un petit peu nous donner un petit peu votre parcours professionnel, on va dire, avant bien sûr l'écriture de Génération Supporter. Écoutez, j'ai fait une école de journalisme dont je suis sorti à Paris en 1985 et je suis entré à l'époque dans un quotidien qui s'appelait Le Matin de Paris et j'ai commencé au service des sports et je me suis occupé notamment du football. J'y suis resté jusqu'en 1987 et là j'ai rejoint un journal qui s'appelait Le Sport, qui a été un concurrent de l'équipe, qui n'a duré qu'un an malheureusement, mais qui a été une expérience assez extraordinaire. Et puis après cette expérience, je suis entré au journal Le Monde, où je suis resté pendant plus de 16 ans. J'en suis parti en 2005 pour rejoindre l'Express, un hebdomadaire cette fois, et là actuellement je suis rédacteur en chef du service enquête de l'Express, c'est-à-dire que je m'occupe beaucoup moins des supporters, mais un peu plus de toutes les affaires, style tapis, et concours et autres. Voilà. D'accord. Et le livre, si vous voulez, le livre est sorti lui en 90, donc à l'époque j'avais déjà mon expérience au Matin de Paris, mon expérience au journal Le Sport, et je venais d'entrer au journal Le Monde, pour lequel j'ai effectué de nombreux reportages dans les milieux des supporters également. Voilà. J'ai une petite question, moi Stan, justement, par rapport au livre Génération Supporter. Est-ce que Philippe, vous étiez un peu passionné par le monde des tribunes ou c'était vraiment une aventure vous n'attendiez pas à ça? Je ne débarquais pas complètement. J'ai grandi à Paris et j'ai fréquenté très très tôt le Parc des Princes. Mon premier match au Parc des Princes, c'était le match pour la montée en première division. Donc je ne sais pas si vous voyez le truc. Entre PSG et Valenciennes. Voilà, c'était très très tôt. Et puis par la suite, donc j'ai continué à fréquenter le stade en tant que supporter, mais pour autant j'ai jamais été ultra ou quoi que ce soit. J'étais disons spectateur, mais plutôt à l'époque dans la tribune Boulogne où se trouvaient les jeunes supporters. Donc si vous voulez, quand je suis devenu journaliste et que j'ai fait du football mon métier d'une certaine manière,
j'avais déjà une connaissance du monde des tribunes et j'étais fasciné à la fois par les tribunes en France et surtout par le football anglais. J'adorais vraiment le foot anglais et même à titre personnel avec des copains, j'allais voir des matchs en Angleterre et j'étais passionné par tout ce qui était connexion aussi entre le monde du football et celui de la musique. Donc à l'époque, c'était un peu l'effervescence punk, skin, oi et autres et je connaissais bien ce monde-là. Voilà. Et ça a été perçu comment justement ce livre-là au départ? Parce que maintenant on sait que c'est le monde des tribunes, il est pas très très bien vu. Donc sortir un livre maintenant, je sais pas comment. Bon, je pense que ce serait possible bien sûr. Mais à l'époque, vous avez eu des difficultés et des réticences de certains? Non, j'ai pas eu du tout de réticence. Enfin, vous voulez dire de la part des supporters pour m'accueillir ou moi pour pouvoir faire un livre? Disons, moi c'était plus la question sur le fait de faire un livre, mais c'est vrai que par rapport si les supporters étaient réceptifs aussi, c'est pas mal non plus. Je vais répondre aux deux aspects. Le premier aspect, ça n'a pas été très compliqué pour moi de proposer de faire un livre, puisque en tant que journaliste, j'ai fait énormément de reportages sur précisément le monde des tribunes et à l'époque le grave problème de violence qui se posait. Donc, si vous voulez, dans ce domaine-là, j'ai très vite acquis une petite réputation, quoi. Donc, ça m'a aidé au moment de trouver un éditeur pour lui proposer un livre. Je vais faire court, mais en tant que journaliste, j'étais présent au Ezel quand il y a eu le fameux drame en 85. J'étais tout jeune, évidemment. Ensuite, j'ai été l'envoyé spécial du Monde à Sheffield quand il y a eu la catastrophe de Sheffield, et j'ai couvert beaucoup de matchs potentiellement très violents, ou à Paris, ailleurs, un peu partout en Europe, pour les différents journaux dans lesquels j'ai travaillé. Donc, quand j'ai proposé un bouquin qui serait une plongée dans le monde des supporters à travers l'Europe, si vous voulez, ça a été accepté relativement facilement. Après, ma démarche vis-à-vis des spectateurs, des supporters a toujours été celle d'un journaliste et non pas évidemment d'un supporter. C'est-à-dire que moi j'arrivais, je ne me cachais pas, je disais voilà ce que je fais, j'essaie de comprendre et de raconter de l'intérieur comment ça fonctionne. Alors je débarquais pas toujours comme ça, coucou c'est moi, bonjour. J'avais des contacts, ça se préparait, c'est-à-dire d'amis en ami ou de connaissance en connaissance, plutôt je rebondissais à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que par exemple, je connaissais des Parisiens qui m'ont mis en relation avec des Milanais. À Milan, j'ai rencontré des gens, des brigades rossoneri notamment, qui étaient en contact par correspondance et qui écrivaient avec des gens de Bruges. Et là, j'ai rencontré des gens de Bruges. Et ainsi de suite, comme ça, par un système de cooptation, si vous voulez, un peu comme ça. Et ça n'a jamais été compliqué pour moi de travailler dans ce milieu-là, parce que d'abord, je connaissais un petit peu, et puis d'autre part, à l'époque, les gens avaient l'image terrible, les supporters, c'est terrible, c'est des voyous, et ainsi de suite. C'était quand même pas Al-Qaïda, c'était pas si compliqué que ça, faut pas exagérer. J'ai pas eu d'énormes difficultés à travailler dans ce milieu-là. C'est un petit peu la question que je voulais vous poser, Philippe. Est-ce qu'il y a eu quand même des groupes de supporters où ça a été un peu plus compliqué de pouvoir en parler ou de les approcher, ou vraiment on vous a quand même assez facilement ouvert la porte? Non, le plus difficile a peut-être été avec les ultras sûrs du Real. Bon, en France, vraiment aucun problème, à Paris, Marseille, Bordeaux à l'époque. Après, à l'étranger, en Belgique, très bien. En Italie, c'était vraiment parfait. Même en Grèce. Non, franchement, ça n'a pas été trop compliqué. La difficulté, c'était peut-être un peu plus avec les Britanniques, enfin les Anglais surtout, parce que les Anglais, contrairement, comme vous le savez évidemment, avec moi maintenant, les Anglais ne sont pas structurés en groupe ultra, donc c'est plus difficile d'identifier des gens qui sont vraiment représentatifs de quelque chose. Et ça vous est jamais venu à l'idée, par exemple, de refaire ce livre quelques années après? Parce que moi, une question qui me vient à l'esprit, c'est... Si, il y a eu une réédition, mais vous avez rien touché là-dessus, je pense. Voilà, c'est ça, ouais. Mais est-ce que ça serait pas plus difficile maintenant encore d'aller voir les supporters, et puis par rapport à l'image, comme vous disiez tout à l'heure, mais l'image des supporters est pas bonne? Je réponds à la première question. La réédition a été envisagé plusieurs fois dans les années 90 et pour X raisons ça s'est pas fait. Ça s'est fait seulement il y a un peu plus de 2 ans là, avec SoFoot qui l'a réédité en poche et vendu avec un numéro spécial. C'est ce que j'allais dire. Supporter, voilà. Mais là,
moi j'avais dit je vais pas refaire un livre, on va le rééditer tel qu'il était à l'époque. C'est encore une fois, c'est une photographie de ce qui se passait à l'époque. Je dis pas que c'est un peu daté, évidemment, ça remonte à certains temps. Mais donc il a jamais été question, il a été question un petit peu, si vous voulez, d'une réédition, mais ça n'a jamais été concrétisé. Donc la seule chose, là, c'est effectivement cette sortie en version poche. Alors maintenant, s'il fallait refaire quelque chose, à mon avis, ce serait quand même plus compliqué, parce que je pense que globalement, disons qu'à l'époque, il y avait déjà une réticence des supporters, disons actifs, on sait qui on parle, plutôt formatage ultra, si j'ose dire. Et il y avait une réticence vis-à-vis des journalistes, mais globalement, on pouvait quand même établir un contact. Maintenant, ça serait à mon avis plus compliqué parce que la méfiance vis-à-vis des journalistes est encore plus grande. Et puis d'autre part, moi, enfin à titre personnel, si vous voulez, j'ai plus tout à fait le profil. J'ai 50 ans, je pourrais être leur père et ça devient plus compliqué. À l'époque, je bénéficiais aussi du fait que, en gros, j'avais 23, 25 ans, 26 ans, 27 ans, et que bon, j'étais un peu, je me fondais un peu dans la masse une fois que j'étais là. Et encore une fois, je précise bien que j'ai jamais caché le fait que j'étais journaliste. Moi, je pense que c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de confiance avec eux, je pense plutôt. Et de mentalité aussi, de mentalité, parce que on le dit, vous serez peut-être pas, mais je pense que ce serait quand même plus facile pour vous de refaire ce livre parce qu'on vous connaît. On sait d'où vous venez, on sait. Non, mais je sais bien. Moi, si vous voulez, aujourd'hui encore, je suis en contact avec des gens qui sont dans des groupes et tout ça, qui ont 20 ans de moins que moi. Mais je sais que si demain je dis j'ai envie d'aller faire un sujet sur tel ou tel groupe de supporters, je sais que je trouverai des gens qui me diront tiens, va voir un tel de ma part, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Ça, je suis sûr. Mais si vous voulez, moi aussi, dans ma tête aussi, je suis passer à autre chose. C'est plus l'envie. J'ai d'autres priorités professionnelles, j'ai d'autres choses. Je m'intéresse toujours au foot et un petit peu au monde des tribunes, mais je suis quand même beaucoup plus en retrait qu'à une certaine époque. Vous disiez que vous aviez vécu les drames en Angleterre. Par exemple, à cette époque-là, quand vous avez vécu ça, vous n'êtes pas dit des fois j'ai peur que ça arrive comme ça, cette violence en France, ou même de dire ça met pour du foot arriver à de telles extrémités, ça refroidit quoi. Est-ce que ça vous a pas fait peur parfois? Ah bah si, bien sûr, je peux vous dire que quand vous vivez le LZL en direct, que vous êtes dans le stade et que vous voyez les gens allongés et que vous les voyez mourir, vous vous dites le foot est mort. Ouais, au-delà des victimes en elles-mêmes, ça a été un moment absolument terrible. Il y a eu, malheureusement, j'ai vécu par la suite d'autres événements tragiques, à commencer par la mort de Julien Kemener le soir du match contre Tel Aviv. J'étais présent au stade et à l'extérieur et en gros à côté de lui au moment où il est décédé. C'est des choses que j'oublierai jamais non plus. Donc, si vous voulez, il y a eu des moments où je me suis dit c'est pas possible, et y compris évidemment le soir où il y a eu les fameux affrontements entre Auteuil et Boulogne avec la mort de Yann Laurent. Là, c'était un autre contexte, mais ça n'empêche, jamais j'aurais imaginé qu'un jour des supporters parisiens viendraient à se frapper à mort. Ouais, ça c'est vrai que c'est là, on est arrivé on va dire au summum un petit peu de la violence entre groupes de supporters. Je me permets juste d'ajouter un truc. C'est vrai que vous me posiez la question sur la violence et sur les événements tragiques que j'ai pu vivre, mais j'ai aussi vécu, et vous savez bien que ce monde-là n'est pas fait non plus que de violence, j'ai aussi vécu des moments assez extraordinaires de fraternité, de rigolade, d'euphorie, de tas de choses, et parce que c'est les groupes de supporters sont des groupes quelque part humains, avec leurs qualités, leurs défauts et tout ce qui va avec tout ça. Donc, j'ai aussi des souvenirs et des moments extraordinaire, et j'ai eu la chance il y a quelques mois, un peu plus même, de revoir par exemple des gens, des leaders historiques, disons, des Bricatez de Rossoneri et de Milan. C'est un vrai plaisir. Ce sont des gens que j'aime bien, avec lesquels j'aime bien discuter, y compris de choses qui n'ont rien à voir avec le foot. Enfin, voilà. C'est bien ce que vous dites, parce que c'est souvent ce qu'on dit aussi dans l'émission quand on a des discussions avec des supporters. C'est normal de dénoncer les choses qui sont à dénoncer, mais par exemple, des fois, quand il y aurait des choses positives de dites aussi, ça fera un peu une balance et ça montrera qu'on parlait en bien comme en mal. Et malheureusement, le monde des tribunes, on en parle beaucoup en mal. On pointe du doigt ce qui choque un peu les gens, quoi.
Bien sûr, mais cela dit, c'est aussi, là on en revient un peu au rôle des journalistes, mais c'est aussi le rôle des journalistes de pointer avec ce qui s'est passé dernièrement à Paris, au Trocadéro ou ailleurs, ou dans d'autres stades en France ou à l'étranger. C'est aussi normal de pointer ce qui ne va pas. Et vous, moi, ma démarche en tant que journaliste, quand j'ai fait ce livre, ce n'était pas de juger, c'était précisément d'être dans une logique journalistique qui est de dire je vais voir les gens et je raconte la situation telle qu'elle est. J'ai fonctionné dans le monde des supporters comme j'ai fonctionné dans d'autres milieux. Je ne sais pas, moi j'ai travaillé dans le monde entier sur des tas de choses, y compris en Irak, au Rwanda ou des choses comme ça, des endroits comme ça. J'ai essayé de en les relatant aussi honnêtement que possible. Après, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est choquant, c'est tout ce qu'on veut. Le boulot du journaliste, c'est d'essayer de transcrire une certaine réalité, au moins telle qu'il la ressent, quoi. C'est vrai que dans le livre, à la fin, vous graduez un petit peu le degré de violence de certains groupes ou de certains supporters parisiens. Sur quelle base vous vous êtes basé pour dire celui-là est plus violent que l'autre, en fait? Ça, encore une fois, c'est très daté, hein. C'était vraiment à l'époque où je l'ai fait. Ça m'a été reproché un petit peu. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis c'était peut-être un peu too much de rentrer dans cette classification. Bon, cela dit, ça correspond à une réalité de l'époque et telle que les supporters en question, disons, à chaque fois je me basais sur les avis de plusieurs personnes par pays. Et voilà, j'ai essayé de croiser à peu près en fonction des réputations des uns et des autres. Mais c'est franchement quelque part un peu subjectif, il faut bien dire les choses. Mais d'un autre côté, c'était une manière de montrer pays par pays quels sont un peu les groupes qui sont considérés comme notamment les plus dangereux, mais aussi en termes d'ambiance, parfois certains, ceux qui avaient la meilleure réputation en termes de tifo, par exemple en Italie. Et en termes d'ambiance, dans ces années-là, c'était plutôt Marseille. Dans les années 90, comme il n'y avait que Boulogne encore, il n'y avait pas encore Auteuil. Je pense que... attendez, non, là, ce qui est très important, c'est que moi, le livre sort en 90, donc effectivement, vous dire, Auteuil n'est pas encore, enfin, existe bien sûr, mais n'est pas encore né en tant que foyer ultra, disons. Donc à l'époque, l'ambiance, c'est Paris, c'est un peu plus, il faut le dire, Marseille, parce qu'à l'époque, Marseille, du point de vue sportif, est largement devant Paris. Canal+ n'est pas encore arrivé au PSG, il y a eu le grand changement. Donc l'ambiance est plutôt là. Après, moi, si vous voulez, les souvenirs les plus marquants que j'ai de cette période est un peu lié au bouquin. Là, je place au-dessus de tout deux matchs qui me restent en mémoire. C'est deux derbys Celtic Rangers que j'ai eu la chance de vivre. Et puis un autre derby un peu plus décalé, mais qui est assez, à mes yeux, extraordinaire, c'est Genoa-Sampdoria à Gênes. Au niveau de l'ambiance, ouais, je pense que le derby des Celtics, ça doit être quelque chose à voir. C'est vrai que c'est une sacrée ambiance, que ce soit du côté du Celtic ou des Rangers. Par contre, c'est vrai que je suis plus étonné. Sampdoria, je me serais plus attendu à un Roma-Lazio ou à... J'ai jamais eu la chance de faire un Roma-Lazio. J'ai vu la Roma, j'ai vu des matchs de la Roma avec mais j'ai jamais eu l'occasion de voir. J'ai vu la Lazio aussi, mais séparément. J'ai jamais vu un derby de Rome. Donc c'est vrai que peut-être là la cote serait remontée, mais en tout cas j'ai eu la chance de voir Milan et Inter et Samp Genoa. J'ai quelque part en termes d'ambiance, j'ai préféré Samp Genoa. Bon, ça remonte un certain temps. Ce qui change aussi, peut-être aussi pas mal, c'est qu'au niveau de l'ambiance, c'est que c'est quand même des pays qui ont la culture football. Enfin, ils ont ça dans le sang. C'est peut-être ça la différence avec la France. Alors, ça, c'est une différence importante. Après, il faut aussi tenir compte dans ce que je dis du contexte. C'est-à-dire qu'on est à la fin des années 80, tout début des années 90, et si vous voulez, à l'époque, le mouvement ultra en Italie est vraiment très, très, très fort. Le football italien, d'une manière générale, est bien plus puissant sportivement et financièrement qu'il ne l'est maintenant. Mais dans les stades, c'est pareil. C'est-à-dire que les groupes ultras sont vraiment très importants. Or, depuis, je pense, et surtout ces dernières années, qu'il y a eu un très net coup de moins bien. Il paraît que ça reprend un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu un coup de moins bien, notamment à cause de certaines violences et la vétusté des stades. Après la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde 90, c'était qu'en 90, je crois, en Italie. Où je crois qu'il y a eu pas mal de...
à cause des travaux des stades, ils avaient commencé un petit peu aussi à nettoyer les stades, donc les ambiances ont commencé à baisser de niveau, mais c'est vrai que ça reste quand même, comparé à la France, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus passionné qu'en France, quoi qu'il arrive. C'est possible, mais quand vous regardez bien les retransmissions de matchs, moi ce qui m'étonne avec le championnat italien, c'est que vous voyez beaucoup de tribunes vides, et je peux vous assurer que dans les années 80, vous n'en voyez pas tant que ça. Hein. Il y en avait, mais pas tant que ça. Mais d'ailleurs, il y en a en France, il y en a en France. Il y en a en France maintenant avec le PSG. Il y a des parcages qui sont vides maintenant avec le PSG. Ah non, mais je vous parle pas de parcage, je vous parle de trucs, parce que je pense que, pour qu'il y ait une bonne ambiance dans un stade, il faut non seulement qu'il y ait des gens dans les curves et derrière les buts, mais il faut aussi qu'il y ait le reste du public. Si vous êtes 50 dans un coin à vociférer et à hurler et à chanter, ça n'a pas beaucoup d'effet si le stade est désert par ailleurs, quoi, je veux dire. Donc, c'est un ensemble. Un public, c'est un ensemble, voilà. Mais justement, vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure, c'est pareil, l'Angleterre, tout le monde se pavane un peu sur la Première Ligue, mais quand on regarde les ambiances, c'est un peu, on le dit souvent ici, c'est un peu le modèle un peu qui est un peu pris en France. C'est recherché. C'est des tribunes un peu plus aseptisées et moins de passion. Je pense que c'est réel. J'ai eu la chance, donc encore une fois, ça fait un peu ancien combattant tout ce que je vous dis, hein, mais de vivre. On est dans ce cas-là aussi. Des ambiances à l'époque Manchester, Liverpool et autres, et franchement c'était vraiment autre chose dans le sens où je suis assez surpris là, je suis allé, j'ai eu la chance de 2 ans je crois d'aller voir un match Arsenal-Chelsea qui est quand même une super belle affiche à l'Emirates. Et bien j'étais hyper déçu par l'ambiance parce que d'abord ce stade, même s'il est très très beau, n'a pas à mes yeux encore une âme, ce qu'avait Highbury dans le temps. Et puis voilà, on a affaire à un public davantage de spectateurs que de supporters, et ça s'entend et ça se ressent, et c'est plus le football anglais quelque part. On est passé dans autre chose. Alors je pense que certains clubs, heureusement, échappent un peu à tout ça. Je pense au club du Nord, Sunderland, Newcastle, et aussi à Tottenham. Tottenham, je pense, a quand même conservé quelque chose. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, le foot anglais a changé. Enfin, en tout cas, au moins dans les très grands clubs de la Première Ligue. Après, quand on descend dans les étages inférieurs, peut-être qu'il y a encore une belle ambiance. Mais je pense que c'est voulu, hein. C'est aussi dû à comme ils ont voulu faire un peu de sécurité, un peu là-bas aussi peut-être de répression, et surtout en Première Ligue, et je pense que c'est voulu parce que notamment il me semble que maintenant derrière les buts il faut être assis, donc c'est peut-être un ensemble aussi, et puis le prix des places qui a augmenté aussi. C'est toute une évolution, c'est un mélange de plusieurs choses. Effectivement, vous avez le fait que les stades maintenant soient tous assis, mais ça fait un bout de temps. Vous avez les prix des places ou des abonnements qui sont hors de portée pour bien des gens qui avaient une culture foot et qui étaient capables de chanter. On n'en est pas encore tout à fait au public de l'équipe de France, mais il y a un peu ce côté-là, si vous voulez, parfois. Mais après, il faut voir d'où vient le foot anglais aussi. C'est-à-dire qu'on peut critiquer aujourd'hui, mais il est arrivé un moment où aussi en Angleterre, il fallait vraiment prendre des mesures radicales et importantes, parce que c'était pas possible de continuer comme ça. Ouais, c'est vrai que dans certains clubs à l'époque c'était dont Liverpool, bien sûr. C'est vrai que là c'est plutôt les 2e, 3e divisions anglaises où ça frite beaucoup, et beaucoup moins peut-être. Bon, on est moins au courant, mais en Première Ligue, c'est vrai qu'à l'époque c'était Liverpool, on va dire un petit peu le monopole ultra. Est-ce qu'il y a une petite anecdote ou qui a même un stade qui a même servi de modèle pour certains aussi. Malheureusement, oui. Voilà, on va dire que le club de Liverpool a été un petit peu déclencheur de pas mal de choses en France. Est-ce que vous avez eu une petite réticence de parler de Liverpool, de les approcher? Comment ça s'est passé quand vous vous êtes intéressé à... Ça n'a pas été compliqué du tout, parce que Liverpool, en fait, il se trouve que j'y suis allé dès le mois d'avril 1985.
C'est-à-dire qu'en fait, je finissais mes études à l'école de journalisme et avec un ami de la même promotion, qui s'appelle Claude Askolovitch, qui est toujours dans le circuit, vous voyez de temps en temps sur Bein Sport ou d'autres chaînes. On était passionnés de foot et on s'est dit, tiens, on va partir avec nos propres sous et nos petites économies à Liverpool. On rêvait de faire des sujets sur Liverpool. Donc on est parti là-bas pendant nos vacances de printemps, en gros 85. Et on voulait faire ce qu'on appelle des piges, c'est-à-dire des articles qu'on allait vendre à des journaux spécialisés. Lui, il voulait faire un article sur Everton et moi un article sur Liverpool. Donc on est parti là-bas, on a dormi dans une auberge de jeunesse et chacun a fait son reportage qu'on a vendu ensuite à un journal qui s'appelait Mondial à l'époque. Et en fait, donc moi je suis arrivé là-bas, on était en avril 85. Et on a pu assister à la demi-finale qui a permis à Liverpool de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Et à cette occasion-là, dans les pubs et un peu partout, moi, ça m'a permis de nouer des contacts avec les gens. Et c'était relativement facile. En plus, les gens étaient assez euphoriques. Liverpool se qualifiait. Enfin bref, ça n'a pas été très très compliqué de voir des gens et de faire un reportage sur Liverpool. Après, il y a eu la fameuse finale du Wesel à laquelle j'assistais également. Et là, je suis reparti par la suite à Liverpool. J'ai utilisé les contacts que j'avais noués la première fois et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est une démarche journalistique assez classique. Et à l'époque, ça n'a pas été très 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 compliqué. Comment dire, ça reposait essentiellement sur encore une fois les relations humaines. Et Liverpool, cela dit, je suis pas allé à Liverpool au cœur du cœur des groupes, disons, les plus, ou des bandes, des firms les plus structurées, les plus dangereuses. Hein. J'ai pas été en contact là-bas, c'est avec ces gens-là. Ailleurs, oui, mais pas là. C'est quoi votre point de vue, vous, parce qu'on en voit chaque semaine, on en parle dans l'émission. Nous, je pense que Stan en off, il vous a déjà expliqué, on est des anciens abonnés du PSG. On reçoit beaucoup de supporters ultra d'autres équipes aussi, et on sent qu'il y a une répression qui se fait de plus en plus, et qu'à une période où on était un peu au laxisme peut-être, et puis qu'on est passé à un tout répressif, enfin un peu plus accru. Vous n'avez pas l'impression, vous, qu'on se dirige un peu comme en Angleterre avec un peu la fin des associations de supporters ou des groupes ultra pour plus un public de spectateurs? Ah bah si, ça en prend très nettement le chemin. Bon, le meilleur exemple étant Paris, même si la situation parisienne, on peut en reparler, justifiait d'agir à un moment ou à un autre, hein, parce qu'on arrivait à un point vraiment terrible. L'évolution actuelle, c'est effectivement celle-là, c'est-à-dire que petit à petit, les groupes de supporters, disons, actifs, et je parle pas de violence, hein, je parle d'ambiance dans le stade, qui est quand même l'essentiel, sont petit à petit écartés, parce que quelque part on a le sentiment que ce sont aussi des points d'opposition, et c'est des gens qui peuvent à juste titre se plaindre s'il y a une évolution trop commerciale, si le maillot change, si les horaires sont pas les bons. Un contre-pouvoir. Ouais. Un contre-pouvoir, et ça franchement c'est très utile. Et à mes yeux, on dit souvent qu'au Parc des Princes, l'ambiance a baissé, mais la notion même aussi de contre-pouvoir, quand elle est bien utilisée, quand c'est intelligent, quand c'est bien fait, ça manque. C'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, on aimerait entendre la voix des supporters sur certains sujets de fond qui nécessiteraient une prise de position. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que vous savez aussi, c'est que quand on dit ça pour la répression, pour les ex-abonnés, notamment moi ayant fait quelques contre-partages, on voit que c'est très très difficile. Mais il faut savoir que les abonnés de maintenant du PSG, eux aussi ils vivent ça et c'est encore plus difficile. Et je pense que si quelques personnes osaient faire une banderole, qu'ils auraient du mal à faire d'ailleurs, ou à contester un peu, ils vont vite être recadrés. Je pense qu'il faut être sincère. C'est vrai, mais le PSG n'arrive pas actuellement à mettre en place un vrai dialogue avec les supporters, et pour cause, puisqu'en face il y a plus grand monde, quoi. Voilà, donc c'est parler avec qui, comment, c'est difficile à mettre en place. Après, il y a toujours, Philippe, hein, il y a toujours des représentants d'associations, que ce soit Tribune Boulogne, il y a toujours moyen de rentrer en contact que ce soit avec Philippe Pereira, que ce soit avec James de LPA. Je sais bien, mais ça c'est quand même c'est des gens qui incarnent les anciens groupes. Donc à partir du moment où officiellement ces groupes ont été dissous, ont disparu, c'est difficile pour le club d'aller discuter encore avec des organisations qui n'existent plus. Oui, mais ils en ont pas envie en plus parce que. Non, je pense le fond du problème est là, le fond de la question est là. Voilà.
Le Liberté Après, pour les abonnés, il n'y a jamais vraiment eu de communication, encore moins maintenant. Donc maintenant, en plus, c'est autodissous, mais il n'y avait même pas eu de communication. Il pourrait des fois essayer en voyant les gens qui vont contre partage. C'est vraiment le club qui a pas envie, je pense. Hein. Moi, je voudrais avoir votre avis, Philippe, parce que bon, moi, je pense que vous êtes supporter du PSG un petit peu dans l'âme. Est-ce que vraiment là, on a atteint le paroxysme du non-respect des couleurs du club, Laurent Blanc, ex-Marseillais, le logo qui change. C'est pas la première fois pour le logo et pour. Oui, non, mais bon, là, c'est quand même, là, c'est vraiment c'est un tout, hein, c'est un pack, on va dire. Si vous voulez, Laurent Blanc, moi, le côté ex-marseillais, tout ça, je rentre pas dans ce genre de considération. Comme quelqu'un disait autour de vous, il y en a déjà eu d'autres dans le passé, et il y en a certains, ils sont arrivés, tout le monde disait, c'est scandaleux qu'un ancien Marseillais vienne à Paris. Finalement, tout le monde l'applaudissait 2 mois plus tard. Bon. Après, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est la relation que le club a ou n'a pas plutôt avec, disons, son public un peu historique. Et là, je parle pas seulement des ultras, des associations et tout ça. Un public, c'est un tout, c'est pas seulement des ultras derrière les buts. Hein. Et là, je sens quelque chose qui profondément me dérange. Voilà. Et je pense que c'est révélateur de l'évolution de l'ensemble du foot français. Un football qui est capable de planifier des matchs le vendredi soir à 18h30 sans qu'il y ait personne dans les stades, mais parce qu'il faut satisfaire les chaînes de télévision, c'est un football qui va mal, quoi. Il y a quelque chose, on ne tient pas compte des gens. Les matchs de Coupe de France un mercredi après-midi à 15h, à 16h devant des tribunes vides, je trouve ça scandaleux. Et ça, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que je suis parti de Paris pour élargir, mais c'est une attitude globale assez symptomatique de l'époque. En gros, on s'en fout du public, on privilégie les télévisions et le business. Et ça me dérange. Voilà. Et bien au-delà de la question des ultras, des groupes, ainsi de suite. C'est l'ensemble du public qui est victime de tout ça, à mon avis. Bon, pour moi, je pense que les médias ont aussi un rôle important là-dessus. C'est dénoncer. Est-ce que vous pensez que les médias jouent leur rôle aussi un petit peu pareil aussi de contre-pouvoir par rapport à des choses comme ça, comme Bein qui impose sa loi. Oui, les médias, je pense que les médias, notamment presse écrite et radio, jouent à peu près leur jeu. Leur rôle, c'est normal. C'est un rôle de parfois de poil à gratter, de contestation s'il faut, rendre compte des faits tels qu'ils sont. Après, quand on dit les médias liés au foot en France, on parle aussi beaucoup soit de Canal+, soit de beIN. Or, c'est assez difficile parce que précisément, eux sont des acteurs majeurs et les financiers de tout cela. Donc, faut pas attendre, et c'est logique, que beIN ou Canal aillent contester totalement les horaires des matchs et ainsi de suite. C'est eux qui font le truc. Donc, ça représente un tel poids que les autres médias, que ce soit radio, presse écrite ou vous, supporters, avec vos modestes moyens mais votre enthousiasme, eh bien c'est normal qu'on soit un peu en infériorité par rapport à tel média. Mais il y a, comment dire, encore une fois, je pense que tout cela dénote un état d'esprit vis-à-vis du public qui moi me gêne. Quand je vois, alors là on revient à Paris, quand je vois par exemple le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, moi ça me choque. C'est-à-dire que, en plus, je pense que c'est un mauvais calcul, y compris commercial. Je suis pas sûr, justement, parce que j'ai l'impression qu'il va bien se vendre. Pour les 40 ans du maillot Echter, c'est vrai que ça fait un peu mal quand même. Je pense qu'il va bien se vendre, malheureusement. Je suis pas sûr, j'arrive pas à y croire. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est révélateur de gens qui ne mesurent pas quelles sont les attentes du public. Et on le voit à Paris, mais on le voit ailleurs. Paris n'a pas le monopole des erreurs, à mon avis, sur ce genre de choses. Il y a d'autres clubs qui peuvent être concernés. Mais d'ailleurs, vous parliez des radios, parce que je vous avais entendu sur une radio pour un débat sur les ultras, justement, que vous aviez fait. Sur RMC, tu peux le dire, sur RMC. D'habitude, tu ne dis pas faire de pub, donc je me suis là, on peut, là. La dernière, je vous avais entendu là-dessus et j'avais bien aimé votre discours, mais j'ai l'impression, justement, que les radios, ils ont un poids énorme dans ce qu'ils disent, et que malheureusement, on n'a pas toujours, j'ai l'impression, à part certains, il y a un peu une méconnaissance, ou alors on peut pas dire une retenue. Et on défend rarement le monde ultra, ou
voilà, on dirait qu'il y a une retenue. Alors, est-ce que c'est une méconnaissance ou si c'est parce que... Alors, je pense que c'est parfois une méconnaissance, mais d'un autre côté, franchement, par rapport à ce que j'ai pu connaître moi au début des années 90, où alors là, pour le coup, beaucoup de mes confrères journalistes ne connaissaient vraiment pas du tout ce monde-là, je pense qu'il y a une meilleure connaissance quand même maintenant. Après, si vous voulez, la difficulté que peuvent avoir les journalistes avec notamment le monde ultra, c'est qu'il faut bien dire qu'aussi certains ultras, dès qu'ils ont la parole, dérivent assez vite, s'enferment dans des guéguerres internes, sont dans une logique parfois un peu parano, je pèse mes mots, mais c'est un peu la réalité. Donc c'est pas toujours évident de communiquer de cette manière. Il y a aussi des gens parfaitement raisonnables et qui sont capables de structurer un peu un discours, mais on tombe vite dans le n'importe quoi. Si vous voulez, il y a un truc notamment. Moi, par exemple, sur le plan Le Prou, je déplore les conséquences du plan Le Prou et le fait que des milliers de gens qui n'avaient strictement rien fait aient été sanctionnés. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas tout rejeter et qu'il fallait bien faire quelque chose à un moment ou à un autre. Or, si vous voulez, on est parfois tombé du côté des ultras à Paris notamment dans un discours. En gros, c'est tout blanc, tout noir, c'est tout acheté ou voilà. Donc il manque parfois un peu de souplesse dans ce monde-là. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a parfois une attitude un peu sectaire qui peut être gênante Non, ce qui est dommage, comme on le dit souvent, ce qui est dommage, c'est qu'il fallait faire quelque chose. Bon, maintenant, c'est cette décision-là qui a été prise, que ça fait. Est-ce que c'était pas aussi que ça bouge pas, parce que on va accélérer parce que Philippe à 45 doit nous quitter. Je voulais demander, c'est surtout le fait qu'il fallait faire quelque chose, voilà, que ce soit la bonne solution ou pas, on aura peut-être séparé. Mais pourquoi ne pas avoir essayé de reprendre un dialogue, voilà, parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de ferveur au Parc des Princes. Je sais pas, vous sur RMC, vous aviez dit que vous alliez encore au Parc des Princes. L'ambiance, objectivement, vous, parce que vous n'êtes pas dans le même combat que nous, est-ce que vous trouvez que ça revient, qu'il y a une bonne ambiance, ou que c'est vraiment faible pour vous? C'est quoi non, globalement, je pense que c'est faible. C'est encore bien quand il y a des matchs importants et que l'équipe tourne bien. On sent que de temps en temps ça se réveille, mais c'est moins bien. On peut pas dire autrement. Maintenant, ce que je reproche un peu, c'est que je veux pas tomber dans le discours qui consiste à dire c'est terrible, c'était bien mieux avant, et ainsi de suite. Il faut aussi se souvenir qu'avant, ça s'est terminé en gros sur un mort et des affrontements au Auteuil-Boulogne et un mort. Il faut se replacer dans le contexte d'ultra-violence de l'époque. Si on avait continué comme ça, c'était des dizaines de morts qu'il y aurait eu. Donc, moi je pense. À un moment, il fallait faire quelque chose. C'est tout. Et il faut aussi que les gens des deux camps ou ceux qui sont tentés par la violence ailleurs qu'à Paris se regardent eux-mêmes et acceptent leurs propres erreurs et leurs propres fautes dans tout ce qui s'est passé. Je pense que l'introspection a été faite par rapport déjà à Liberté pour les abonnés qui a réuni Auteuil et Boulogne. C'est vrai qu'il fallait faire quelque chose. C'est vrai que aussi les pouvoirs publics n'ont pas joué leur rôle parce que ils connaissaient les gens violents. Alors donc, ma ligne elle est un peu exactement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, moi j'ai des tas de gens qui ont été sanctionnés injustement et qui font partie des milliers de personnes qui ne peuvent plus aller au parc, dans les conditions telles qu'ils le voulaient. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, on peut reprocher ce qu'on veut à Robin Le Prou, mais il a pris une décision qui, à mon avis, il fallait prendre, mais en fait, il a pris cette décision à la place, en quelque sorte, pour compenser, suppléer ou répondre à l'absence de réponse précisément des autorités, notamment politiques et policières. C'est-à-dire que voilà, c'est une forme d'incompétence que d'avoir laissé ces tribunes dériver comme elles l'ont fait. Et il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un prenne ses responsabilités, et Robin Le Prou l'a fait. Alors maintenant, son nom incarne, si vous voulez, ce plan, mais c'est pas non plus le seul responsable. Oui, voilà, c'est pas je pense aussi que ça a été un pion, et puis on aurait pris nos responsabilités, tous ceux qu'on fait un jour une connerie, moi le premier, on aurait pris nos responsabilités, mais c'est vrai que là, le système de facilité de virer tout le monde pour un petit peu éloigner la merde, alors que les problèmes n'avaient pas eu lieu à l'intérieur du Parc des Princes. Bon voilà, c'est vrai que c'est un débat où on pourrait y parler. Mais je dirais surtout moi
la grosse erreur, c'est peut-être parce que comme Philippe disait, de se remettre en cause tout ça. Je pense que Liberté pour les abonnés, en mélangeant des mecs d'Auteuil et Boulogne, en plus, on trouvait pacifique et qui n'ait pas eu de dialogue, c'est là le clic. Mais bon, maintenant Robin Lepoux est plus là, donc ça continue. Et même s'il est plus là, il n'y a pas de dialogue. Donc voilà, il n'y a pas que lui, c'est sûr. Voilà, ça, on est bien d'accord. Philippe, on est un petit peu sur la fin. Je sais que à 45, vous devez nous laisser. Est-ce qu'il y aurait une petite anecdote, un petit truc sur vos années supporters que vous pourriez nous raconter, un match particulier, une ambiance, un bon moment quoi, en tant que supporter du PSG? Alors, c'est pas en tant que supporter ou en tant que journaliste? Les deux, allez, en tant que supporter et en tant que journaliste. D'abord en tant que, allez, je vais jouer mon côté supporter là. Je vais faire mon coming out. Non, pour moi le match de référence absolu concernant le Parc, c'est un match de Coupe de France entre le PSG et Nantes qui doit remonter au tout début des années 80. Oui, voilà. Et ça devait être en 8e ou en 16e de finale. Et 16e. Voilà, le PSG mène 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Et si vous voulez, tous ceux qui étaient notamment à Boulogne à l'époque, et Boulogne n'était pas encore ce qu'il est devenu par la suite, avaient l'habitude de chanter pour le PSG. Et là, d'un seul coup, les gens criaient Paris, Paris. Et on s'est aperçu que l'ensemble du stade, pour la première fois, criait Paris, Paris. Et là, il y a eu un moment de stupeur en disant c'est pas possible, ça fait autant de bruit que ça. Et en fait, je pense que c'était la vraie naissance du public parisien ce jour-là. Et ça, je pense que vous posez la question à ceux qui ont eu la chance de vivre ce moment-là, c'est la vraie naissance du public parisien à ce moment-là. J'ai pas eu la chance, mais c'est vrai qu'on me l'a. J'avais 7 ans à l'époque, je crois. Ouais. Donc j'ai pas eu cette chance-là, mais c'est ça vrai va. Que, t'as fait PSG Real. Tu vas pas te plaindre. T'as fait PSG Real. Ah là, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais parler à Philippe avant qu'il nous laisse. Mais c'est là que je tiens à dire un truc. Hein. Ouais. Je tiens à dire un truc. C'est vrai. Même quand j'allais faire différents reportages ici ou là, et même à Marseille, j'ai jamais vraiment caché aux uns et aux autres quelles étaient mes préférences sportives, et ça m'a jamais posé de problème. J'ai même fait une arrivée, un déplacement à Marseille avec des supporters de l'OM. Alors ça m'a fait tout drôle, mais voilà. Et puis c'était des gens bien sympas et ça s'est très bien passé. À l'époque, il n'y a pas eu de soucis. Et pour vous là, actuellement dans ces années, quelle est la meilleure pour vous ambiance de France? Actuelle? Ouais, actuelle. Ouais. Actuelle, je pense que Saint-Etienne est nettement devant tout le monde. Et mon regret d'ailleurs, c'est de pas avoir accordé une place à Saint-Etienne à l'époque, parce que bon, ils étaient un peu, c'était pas la grande époque des Stéphanois, mais d'un autre côté, ouais, c'est un petit peu un regret. Si je devais refaire le livre aujourd'hui, il y aurait un gros chapitre Saint-Etienne. Ça peut vous redonner une envie, une idée. Non, en revanche, je vais conclure là-dessus. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, disons cet automne, qu'il y aura une petite surprise pour vous. Voilà. Ah ouais. C'est pas du tout je ne prépare pas un autre livre, mais il y aura une petite surprise. Je vous garantis. Vous le saurez. D'accord. C'est ce qui s'appelle bien finir une interview, ça. Voilà. J'avais bien préparé mon coup. Voilà. Ah, magnifique. Et moi qui adore les surprises, on va dire merci Philippe. Ça a été un honneur pour nous, ça a été un plaisir. Ouais, je peux me permettre ça, moi, parce voilà. Ouais, vas-y. On a reçu Nicolas Orcade. Dans l'année, on avait deux objectifs, c'est avoir Nicolas, entre autres, Nicolas Orcade et Philippe Broussard, qui sont ceux un peu modèles quand on parle de tribune, que beaucoup apprécient. Et franchement, finir la saison comme ça, en ayant eu Nicolas Orcade et Philippe Broussard, on est vraiment content. Et franchement, merci. En plus, Nicolas est un ami et quelqu'un qui connaît vraiment, vraiment bien et beaucoup mieux que moi des tribunes, surtout sur les années récentes. Donc, c'est parfait pour vous. Tant mieux pour vous. Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci Philippe. On peut vous retrouver sur l'Express et on passe un petit coucou à Marion de l'Express aussi, un petit clin d'œil. Elle aussi elle prépare des trucs sympas. Donc voilà, merci Philippe, je vous souhaite une très très bonne soirée, vous êtes ici chez vous reviendrez, c'était un plaisir, merci à bientôt Philippe, merci. Allez, au revoir. Au revoir, merci Philippe.
Voilà, mon petit Xavier, hein, puisque mon petit Théo aussi qui a été très très calme, hein, Théo, pas de questions, rien du tout, il a écouté. Théo, tiens, donne-moi ton petit avis par rapport à cette petite interview. Moi, je trouve vraiment qu'il a quand même un bon parcours. Et puis, écrire un livre, c'est bien. Je trouve qu'il a vraiment une bonne vision. Il a un recul sur beaucoup de choses. Je trouve vraiment que, puisque le journalisme, c'est ce que j'aimerais faire aussi. Et je trouve que c'est vraiment un bon exemple. Il a un recul vraiment sur tout. Bon, c'est clair, il a vécu beaucoup de choses. Mais je trouve vraiment, il a vraiment, j'ai bien aimé son interview et je trouve que ce qu'il a dit, est totalement vrai. C'est clair, Xavier, comme tu disais, un petit objectif qui a été atteint. En plus, on va le dire, un mec super sympa, accessible. Franchement, il est supporter du PSG. On le sent un petit peu dans l'âme, Xavier, il veut pas le dire, mais il y a des choses qui le font chier du côté de ce PSG quand même. Ouais, c'est sûr. Le seul truc où je suis pas tout à fait d'accord quand il dit les journalistes par rapport aux années 80, ils ont moins de méconnaissance, mais bon, quand j'en entends certains à la radio, notamment qui ont été abonnés fait partie soi-disant des virages, et des fois c'est pas la sensation que j'ai, quoi. Bon, peut-être certains connaissent pas bien, mais certains qui connaissent et qui sont censés en parler objectivement le font pas magnifiquement. Pas comme on voudrait. Ça va, il y a des gens comme Michel Collard, hein, qu'on a reçu, que oui, lui on voit qu'il en a fait partie, puis il est assez objectif. Il y en a d'autres un peu moins. Mais lui, c'est clair que quand tu l'écoutes parler, t'as tout compris. On voit que dans un sens, il cautionne plus ou moins le plan Lopron en disant que ça a été trop loin sur certaines choses. Et en même temps, il dit qu'au Parc des Princes, l'ambiance revient, même si c'est pas comme avant. Mais comme il a dit, tout n'était pas parfait avant, faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup même qui vont au Parc des Princes maintenant, au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que s'il y avait un peu comme avant des associations, des ultras qui étaient là pour un peu le poumon du parc, pour que tout le stade profite de l'ambiance et même la face des fois, je pense que tout le monde est d'accord. Mais je pense que le discours qu'a Philippe Broussard, de toute façon, quand tu l'écoutes parler, t'as tout compris. On voit que le mec c'est un connaisseur et il y a même des fois on le laissait presque parler parce que qu'est-ce que tu veux contredire à part dire que tout ce qu'il disait c'est la vérité. Et en plus il a connu des choses que nous on n'aura jamais connues. Vivre des matchs en Angleterre comme il a fait à l'époque. Malheureusement il a vécu malheureusement. C'est symptomatique aussi. Il a vécu des grands moments au niveau ambiance et puis des drames, donc c'est un peu ce que tout le monde vit un petit peu. C'est un peu dommage parce que comme il disait, il y a des très bonnes choses dans les groupes ultra, des belles histoires, et à côté de ça, il y a des drames des fois qui ternissent un peu l'image, et c'est le symbole du monde ultra. Il y a du bon, du très bon, et puis il y a du moins bon. À un moment, faut faire la part des choses et pas non plus tout jeter à la poubelle et essayer de garder les bons côtés et en essayant d'éviter qu'il se passe de mauvaises choses. Mais comme tu dis, Xavier, tu l'écoutes, mais quand tu l'écoutes, tu dis rien, tu l'écoutes vraiment parler. Ouais, tu sens que de toute façon, qu'est-ce que tu veux contredire quelqu'un comme ça? Un mec qui a vu le Hazel, qui il a, comme tu dis, il a vécu des trucs, il a connu des personnes qu'on connaîtra pas, enfin. Voilà, on sait de quoi il parle, ça c'est clair. C'est vrai que d'avoir son avis aussi, parce que certains ne savaient pas aussi qu'il était supporter du PSG. Je parle des auditeurs et tout. C'est vrai que d'avoir aussi son avis sur le club, ça peut redonner aussi, rebooster certaines personnes, dire on n'est pas les seuls à trouver tout ça pas normal, donc qu'il y ait des gens qui puissent le dire aussi ouvertement, sans langue de bois, oui ça c'est pas normal, ça ou ça c'est normal. C'est bien aussi par exemple, moi je sais pas si je t'en avais parlé, mais moi récemment sur Facebook, avec l'arrivée de Laurent Blanc, ils avaient annoncé Bogossian et Barthez, ce qui se fera pas. Il y a
quelqu'un qui m'a interpellé, c'était la seconde fois sur mon mur et qui m'a dit de toute façon vous les ultras, vous êtes jamais contents. Bon, je lui ai dit déjà, tu regarderas, j'ai pas critiqué Laurent Blanc, moi je l'ai même pas critiqué, c'est juste le fait qu'on puisse parler de Bogossian ou Barthez. Alors après, qu'on dise que les ultras sont jamais contents, qu'ils gueulent tout le temps, déjà, je pense pas que c'est totalement vrai, parce que bon, c'est vrai qu'on gueule, mais on sait dire ce qui est bien. Mais ce qui me semble, Philippe Broussard, c'est pas un ancien ultra, c'est pas quelqu'un qui est dans la lutte comme beaucoup, et pourtant ça l'a pas empêché de critiquer le maillot. Or, si tu regardes bien, il y a pas beaucoup de supporters de maintenant qui critiquent le maillot, enfin de ceux qui sont abonnés. Alors ceux qui vont critiquer, on va dire ouais c'est vous, de toute façon vous êtes jamais contents. Mais Philippe Broussard, je pense pas qu'il fait partie de notre côté. Il peut être supporter et avoir un avis critique. Voilà, on peut être supporter et critiquer, aimer son club. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Et d'ailleurs aussi ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a totalement raison quand il dit moi de toute façon je me suis jamais caché que j'étais supporter du PSG et à côté de ça j'avais des bonnes relations comme avec les supporters adverses. C'est totalement vrai parce que bon on le voit dans l'émission. Il y a des gens avec qui on est même devenus amis ou qu'on côtoie, qui sont carrément, qui auraient pu être des ennemis à nous avant. Et voilà, quand t'es franc, bah voilà, je suis supporter de cette équipe, mais ça m'empêche pas d'être supporter ultra et d'avoir des discussions avec des supporters adverses. Encore heureux, c'est pas la guerre non plus. Et puis on est dans une période où le mouvement ultra est un petit peu en danger. Donc si maintenant on n'est pas capable, nous adultes, de montrer l'exemple aussi, peut-être aux générations futures, parce que tout ça c'est un petit peu transmettre le flambeau aussi. On n'est pas ultra et voilà. C'est un apprentissage. On le voit bien au Parc des Princes. T'as beau remplacer une personne par une autre, voilà. Si la personne a pas connu ça part pas, ça se déclenche pas. Donc bon, à un moment aussi, faut arrêter peut-être la petite guéguerre qu'il y a. Mais bon, c'est normal qu'elle existe, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, tant que tout est organisé, il y a des trucs qui sont organisés, que ce soit le free fight, tout ce que tu veux, tant que c'est fait, on va dire que tout le monde est ok. Voilà, nous sommes de retour ou je suis tout seul, je me suis senti un petit peu au moins. Non, parce que j'ai un appel, donc ajouté à la conférence en fait. Voilà, je vais le prendre. Et non ouais, pour finir dans ce que je te disais, de toute façon, ouais, c'est clair qu'il faut arrêter cette petite guéguerre et se rendre compte aussi que chacun avait besoin de l'un de l'autre. Je pense qu'au parc, certains auraient besoin de nous on aimerait bien y être. Maintenant, voilà, il y a cette petite lutte entre nous, mais je trouve que c'est à un moment, il faudra peut-être passer à autre chose. Et puis, il faut être lucide que de toute façon, malheureusement, j'ai bien l'impression, c'est que notre combat, on le fait toujours parce que voilà, on trouve que c'est dégueulasse. Il se passe des choses pas normales quand on nous empêche de nous déplacer. Mais à côté de ça, il faut aussi remarquer, faut être lucide que ça. Il faudrait vraiment un miracle pour que ça revienne un jour. Malheureusement, c'est un combat pas perdu, mais à mon avis, c'est pas proche pour qu'il y ait des solutions. Il y a des personnes comme nous, notre génération, 38, 37 ans, 40 piges. Voilà, à un moment donné, quand tu n'auras pas de communication en face, c'est ça. Faut qu'il y ait une communication en face. Pour communiquer, il faut être deux. Et pour le moment, il y a personne en face pour communiquer. Voilà, à un moment donné, c'est sûr que on sera là aussi par fierté. Parce que nous supporters parisiens, on a un statut aussi qu'il faut qu'on assume. On a une fierté à assumer. Donc après c'est une sorte de barreau d'honneur qui moi le problème qui me fait peur c'est le barreau d'honneur. Après à un moment donné certaines personnes se livreront à d'autres actes au nom de donc on repartira un petit peu. T'as peur qu'après que ça se radicalise et que certains un peu avec de l'agacement il y a tellement de gens qui le disent que ça va péter, mais c'est vrai qu'à un moment donné malheureusement si ça risque de péter ce sera pas en notre faveur, même si ça fera du bien, ça défoulera. Mais ce sera pas de donc c'est pour ça qu'il aurait fallu reprendre la communication avec les supporters
qu'ils voulaient revenir, parce qu'à un moment, bah voilà, ou peut-être qu'ils espèrent que ça s'essouffle, hein, tout simplement. Ou comme tu dis, qu'il arrive des choses comme il s'est passé par exemple au Trocadéro, même si bon, après ils sont vite revenus sur ce qu'ils ont dit, mais voilà, en espérant qu'il y a un jour des incidents et se dire bah vous voyez, on peut pas les faire revenir comment ils sont. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, une solution de radicaliser le mouvement et de dire bon, soit ils vont s'épuiser, soit ça va mal tourner. Maintenant, j'espère qu'ils espèrent pas ça, parce que bon, ça serait vraiment malheureux, ce serait dommage. Mais bon, de toute façon, le stade est plein, pour le moment, ça bougera pas, ça me paraît évident. Ouais, après voilà, il reste les contre-parquages à la sauvette, hein. Même si ça sera très difficile d'en faire peut-être maintenant, avec peut-être la collaboration de certains groupes de supporters, comme il y a pu avoir cette année par exemple. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit dans le jargon. Mais c'est vrai que tout est mis en œuvre aussi pour stopper, pour contrecarrer certains plans. Mais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, le combat il continuera quoi qu'il arrive, parce que on est des passionnés avant tout. Hein, c'est une passion tu peux pas tuer une passion, tu peux pas interdire une passion à quelqu'un. Tu peux lui priver de sa passion, mais tu peux pas lui interdire. Ça va rester d'être difficile, par contre, alors que notre invité vient d'arriver, donc on conclut juste avec ça. Mais ça va peut-être être difficile, parce que comme j'expliquais à certains amis, c'est bien de se battre, tout ça, mais je pense qu'on a tous des vies. Et quand tu vois des arrêtés préfectoraux, des billets annulés, on n'a pas envie de voir des amis qui se retrouvent IDS, ou comme il y en a certains, ceux qui se retrouvent en prison, quoi. Tu vois, à un moment, faut aussi savoir raison garder. T'as pas envie non plus de. Moi, par exemple, quand j'ai fait 2 déplacements cette année, j'ai pas envie un jour d'aller en déplacement avec Cindy, par exemple, et puis de me retrouver interdit de stade alors que j'ai pas foutu le bordel. J'ai juste pris des billets où je suis venu malgré un arrêté préfectoral. Tu vois, c'est ça. Mais bon, à la rigueur, interdit de stade, bon. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. On n'y va presque jamais, donc bon. Mais ça me ferait chier d'être interdit de stade alors que je suis quelqu'un de pacifique. Tu vois, c'est ça le souci. À la limite, t'as foutu le bordel, ou t'as allumé entre guillemets un fumigène, c'est pas foutre le bordel, mais voilà, tu le fais, t'as pas le droit. Bon, t'as interdit de stade, ça fait pas plaisir, mais t'as fait quelque chose à la limite. Mais le seul truc que t'as fait, c'est de te déplacer, de prendre un billet sur internet et d'y aller malgré un arrêté préfectoral. Tu retrouver IDS alors que t'as rien fait de mal, ça peut foutre les boules, quoi, tu vois. C'est peut-être ça aussi, ils espèrent un peu décourager les gens comme ça. Que ça fasse peur. Ouais, je te laisse. C'est clair. Ouais, c'est clair que tout ça c'est très compliqué pour le supporter parisien. C'est aussi compliqué pour le supporter montpelliérain. Il y a eu l'affaire Castille. On devait avoir Florent avec nous. Il nous a promis. Là, il pouvait pas. Il a vu son avocat tout à l'heure. Donc voilà, on aura des nouvelles. On fera peut-être un petit podcast exceptionnel pour avoir des news de Castille. Voilà, c'est fin de saison, comment ça va et tout. Donc on essaiera de faire ça pour la semaine prochaine, faire un petit podcast exceptionnel. Et parce qu'il y a même quand on est en vacances, on n'est pas en vacances. Ouais, voilà, faut toujours être sur le qui-vive. C'était comme avec Firebirds à Noël. On avait fait un podcast, je crois, vers Noël. Ouais, voilà, c'est les cas d'urgence, c'est comme ça, on vit de liberté pour les auditeurs, on vit notre liberté, on essaie de la maintenir et de la faire exister. Donc voilà, il y a Castille, on aura des nouvelles, mais il y a eu une Narpé. Donc d'où Stéphane, président de Camarga Unita, qui est avec nous. Bonsoir Stéphane, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'avoir rappelé, parce que j'ai fait une erreur de manipulation et on n'était plus à l'antenne. Donc je lui dis de rappeler. Désolé, j'ai fait une petite erreur et merci d'avoir rappelé, Stéphane. De rien. C'est pas grave. Ouais, comme je le disais, Stéphane, donc voilà, il y a eu l'affaire Narpé, donc on va pas revenir sur les faits, à part que voilà, la semaine dernière, déjà Narpé passé au tribunal. Tu peux nous en dire quelques mots sur ce passage au tribunal? Par contre, si Stéphane peut parler un peu plus fort, parce que tout à l'heure déjà sur le chat, certains se sont plaints qu'on n'entendait pas très bien des fois à Philippe Broussard. Et là, je l'ai entendu un peu faiblement, Stéphane. Donc, si tu peux parler fort, n'hésite pas à parler fort. Faites sortir votre virilité. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, alors pour le tribunal, on est passé mercredi dernier.
On n'a pas pris d'avocat, comme j'avais dit. On a assez avec l'affaire qui suit. Voilà, des 6 mois d'IDS, sans amende. Il faut savoir que, comme je t'avais expliqué, Stan, j'allais, en tant que père, j'allais y aller avec le cœur parce que 3 700 € d'avocat, plus quelques frais à côté, ça commençait à faire beaucoup et apparemment ça a convaincu le juge. On n'a pas eu d'amende. Le club n'a rien demandé, mais j'ai appris par la suite, c'est parce que la Ligue n'avait pas fait le rapport sur l'envahissement du stade. Bon, c'est pour ça qu'ils n'ont rien demandé, c'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait. C'est pas un cadeau, loin de là, parce que des cadeaux, ils ne nous en font plus. C'est clair. Voilà, sinon, voilà, 6 mois d'IDS, voilà, on va le prendre. De toute façon, ça se trouve dans 6 mois, je ne serai plus dans les stades, alors à la limite, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Après, il y a eu aussi, avant de revenir sur le, comme tu dis, sur le stade, tout ce qui est terrain, physiquement, comment va Narpé? Ben là, on a la 3e visite dans 15 jours. Bon, il a toujours le tympan percé, ça souffle toujours, mais voilà, il vit avec, hein. Il vit avec, et voilà. Un bouchon dans l'oreille quand il sort, et pas de plage, pas de piscine. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà, on va faire avec, et on verra bien dans 2 ou 3 mois. Dans 2 ou 3 mois, tout ira bien, et le jugement approchera, et là, on compte bien dire la vérité, que la vérité se sache, et contrairement à ce que peut dire le club, puisqu'on l'a encore vu hier, encore vu le responsable de la sécurité hier, il n'y est fait. En fait, on fabule, on invente. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne comprends pas. Voilà, notre avocat va faire le travail, on a pris le meilleur de Castille, et on a pris le meilleur de Montpellier, on ne se fait pas de soucis là-dessus. Voilà pour l'affaire Narpé. Mais vous vous êtes vus avec le club parce qu'il n'y avait pas de relation un petit peu avec la sécurité et tout. Là, t'as eu des nouvelles, il y a eu des propositions, mais en fait, un petit peu, c'est des coups d'épée dans l'eau à chaque fois, quoi. Voilà, c'est plus du foutage de gueule, quoi. Les propositions qu'on nous fait. On avait trouvé une tribune qui pouvait nous convenir, où il n'y avait pas de groupe dedans. En 24 heures, ça a été plié, ça a été un refus. On nous propose une tribune à 230 € l'abonnement, il me semble. Nous, d'habitude, c'est 130, c'est-à-dire ça fait 100 € de plus, il y aura de questions. Il y aura de questions qu'on se couche là-dessus, quoi. Et voilà, pour l'instant, les décisions, bon, j'ai vu les jeunes là un peu cet après-midi. Ils sont remontés, bon, ils sont énervés, ils sont remontés. Et la suite, même nous, on ne la connaît pas. Alors, on ne peut pas dire ce qu'on va faire dans le futur, mais on a une petite idée quand même. On a une petite idée, et voilà. Et tout à l'heure, j'ai écouté un peu l'intervenant. Je ne me rappelle plus de son nom, de son prénom. Philippe Broussard. Voilà. Qui parlait de violence. Nous, on n'est pas violents, on n'est pas un groupe violent. On fait notre truc. On a fait, en 2 ans, on a dû faire une quarantaine de déplacements. Ça s'est toujours bien passé. À la maison, à part 1 ou 2 fois, ce qui fait très peu, en 2 ans, on n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, on nous pousse à être violents, quoi. Bien sûr, pas moi, puisque j'ai un certain âge, j'arrive à prendre du recul et à comprendre, mais comment le faire comprendre à 30 jeunes de 20 ans? Que tout ce qui nous arrive, c'est anormal, c'est injuste, et l'injustice, on ne peut pas l'expliquer. Tout simplement. On ne peut pas l'expliquer. Moi, si vous voulez, je ne peux plus expliquer aux jeunes, je ne peux plus leur dire calmez-vous, ça va aller. Non, je peux plus parce que là, il y a du foutage de gueule, et voilà, quoi. Et moi, aujourd'hui, en tant que président de groupe, je suis le plus emmerdé parce que je vais droit aux emmerdes, je vais droit aux embrouilles, et voilà, quoi, il n'y a pas d'autre solution. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand t'as foutu le bordel, ou bon, allumer un fumigène, même si pour moi c'est pas foutre le bordel, hein, je l'ai fait ce week-end, hein, cette année il m'a vu, voilà, c'était pas dans un stade, mais voilà, quand on fait un truc qui est interdit, à la limite tu prennes un IDS, tu te dis bon voilà, mais c'est vrai que vous qui êtes, comme tu dis, un groupe qui est pas du tout violent, tu peux pas dire bah voilà, on a fait une connerie, on a voulu jouer, on a été un peu violent, tout ça. Donc en plus quand tu te comportes pas mal et puis que t'es considéré comme un groupe où on voit plus ou moins on vous met presque un coup de pied au cul pour dire bon voilà,
on augmente les places pour vous emmerder, quitte à ce que vous abonniez plus. Et après, comme tu dis, toi, tu es responsable de l'association. Moi, ce qu'on va dire, je pense qu'il faut faire un appel au calme, parce que justement, si tes collègues qui sont un petit peu plus vigoureux que toi, parce que plus jeune, t'es plus fougueux. Des fois, sous la colère, t'as envie de faire peut-être des choses qui sont pas bonnes. Justement, faut pas faire ça, parce que ça va aller contre vous-même, et montrer les autres, ils vont peut-être vous montrer du doigt alors que vous n'êtes pas du tout un groupe violent. Donc non, mais là, ce qu'il faut, voilà, c'est que les jeunes, il faut qu'ils se mettent aussi dans la tête que des fois, des combats, c'est de longue haleine. On le voit avec nous, le Paris Saint-Germain, et que la violence, c'est pas porteur du tout. Voilà. Ça fait 3 ans qu'on fait des coups de vis, des coups de tour de vis et des revis et vice versa. C'est même de la provocation. Ça peut être pris pour de la provoque des fois en face. Quand tu vois des arrêtés préfectoraux, des billets annulés, on te montre du doigt qu'on veut pas de toi. Donc justement, certains stadiers qui peuvent s'y mettre aussi dans la provocation. Pas mal de choses qui font que la provocation. C'est sûr que des jeunes, c'est peut-être pas facile à contrôler. Des jeunes, c'est moins facile que des gens qui ont un peu plus d'expérience. Ouais, moi je pense que le problème c'est qu'ils veulent plus de nous, parce que on s'est revendiqué ultra, comme j'avais dit la dernière fois, depuis peu, et en fait on essaye de naître dans ce mouvement, ils essayent eux de crever, quoi. Alors pour nous c'est compliqué, et voilà, comme hier quand je vois le chef de la sécurité du club, et qui me montre un bouquin format 4 de 200 pages avec les recommandations de la Ligue, je me pose des questions, quoi. Je me demande qu'est-ce qu'il peut avoir dans 200 pages sur un format A4. Carrément 200 pages, c'est-à-dire les recommandations. C'est une estimation que je me fais moi, puisqu'il me l'a pas montré, il m'a juste montré la couverture, il m'a pas montré le bouquin, mais on peut dire facilement qu'il fait entre 150 et 200 pages sur un format A4. C'est-à-dire, c'est pas les cahiers des charges de la Ligue, ce que ne doit pas faire un supporter ou ce qu'il doit faire dans un stade. C'est des recommandations, et apparemment eux ils iront au bout des recommandations. Mais moi c'était une surprise aussi, mais bon, il me l'a montré, il m'a montré la couverture, j'avais le témoin, mais moi j'étais pas seul. Il m'a montré la couverture, je suis tombé de cul, quoi. Je veux dire, ce serait bien que certains journalistes s'intéressent à ça, ce cahier des charges, voire le demander. Pourquoi la LFP donne de quel droit même la LFP. Et après t'es même plus supporter, à un moment tu vas être responsable d'une entreprise quasiment, parce que c'est ça. Après, quand t'es président d'une association, si t'as un bouquin comme ça avec tout ce qu'il faut respecter, cahier des charges comme tu disais Stan, bientôt t'es chef d'entreprise quasiment aussi. Faut à se poser des questions, s'ils veulent pas, comme tu dis, ils veulent un peu combattre. Et moi je suis surpris quand même, parce que Louis Nicolas, on aime ou on n'aime pas, mais ça, t'as l'impression que c'est un peu un club familial proche des gens, et cette image-là sur ce côté-là, il l'est pas énormément, et c'est pas la première fois. On l'a vu avec Castille, quand même. Même pas il a soutenu Castille. C'est vrai que de cas Montpellier quand même énorme. Oui. Ouais, après pour moi, les Nicolais, surtout le vieux, surtout, je vais pas dire le gros, parce que surtout les deux gros, mais surtout le vieux, pour moi, les hors-foot, quoi. Quand tu vois des fois les annonces qu'il fait, par exemple la dernière sur Cissé, il n'aimera pas, parce qu'il a peut-être pas tort, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, pour l'instant, devant on a Herrera et Charbonnier, si on veut parler foot, si tu as la possibilité de prendre Cissé, je crois que tu n'évites pas, quoi. Et lui, non, il faut faire virer comme il a fait avec Gérard, dire les mecs, mais pas merci de merde. Ouais, moi, il y a longtemps que je sais que c'est pas un club familial, quoi. Et que c'est plutôt la Ligue rouge. C'est un peu le César de son Rome. C'est César, et le Montpellier, c'est Rome. C'est son empire, c'est l'MP. Enfin, c'est vrai que moi j'ai vu depuis l'affaire Castille et tout, je pensais un petit peu comme tout le monde, comme tout. Cloulou, Nicolas, il est sympa, D'ailleurs, Sylvain, il a eu un peu le même discours que Stéphane, Sylvain, quand il était venu dans l'émission, même un peu plus virulent, même. Un peu plus virulent, qu'on salue, Sylvain de la BP 91. Ça c'est sûr que lui, il a de la bouteille aussi, donc c'est pas, il connaît bien le club, mais c'est vrai que pour ceux qui sont extérieurs, c'est quelqu'un qui a un peu monté le club, qui a un peu fait
ce qui est devenu Montpellier, Nicolin y est pour énormément. Et comme tu dis, c'est peut-être il se sent, comme tu dis, un peu Jules César avec son empire. Et c'est peut-être fort de dire ça, mais pour lui, de toute façon, il a pas d'état d'âme. Et d'ailleurs, quand on voit comment il fait des fois avec ses entraîneurs ou certains de ses joueurs, tu m'étonnes qu'avec certains de ses supporters, ils s'en foutent un petit peu. Il va dire, je dis ça, je suis comme ça, et puis voilà. Et c'est vrai que extérieurement, on le voit d'une façon. Et cette année, avec des cas de supporters qu'il y a eu, il y a certaines choses qui ont été un peu contre lui, et qui montrent qu'il est pas si sympathique et si familial que ça. Ouais, après c'est les supporters qui font vivre le club aussi, par rapport au marketing, les maillots, les places, les machins. Il faut aussi qu'ils se rendent compte aussi. Après, si ça ne pose pas de problème qu'il n'y ait qu'une tribune, que ce soit la butte paillade, et puis que les 3/4 du stade y soient vides. Après, c'est un choix personnel, hein. Mais je pense pas que ce soit comme ça que. Vous êtes plus facile emmerdez-vous de Stéphane, votre groupe, par exemple, que la butte paillade aussi. Il y a peut-être ça aussi. Ça, c'est sûr. C'est clair, parce qu'on en est plus conscient et voilà, aujourd'hui on essaie justement d'être solidaire avec les Armata et la BP, justement pour éviter, on sait très bien qu'ils ont commencé par nous, mais ça pourrait aller en face et notre venue avec un auto, c'est juste un prétexte pour foutre le bordel, c'est rien de plus, c'est ce que j'ai dit hier à Doudou, lors de quelqu'un qu'on avait dans en auto, qu'on participe à votre équipement. Parce que c'est ce qui risque d'arriver si on va là-bas. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas avec tant de tours non plus. Parce qu'on n'a pas notre place déjà, et puis on ne va pas participer à un épurage qui est contre notre volonté. Mais ça serait possible la pire des solutions, excuse-moi Stan, je te donne la parole après. La pire des solutions, pour moi ça serait la pire des solutions, après bien sûr le fait de violence que personne ne peut cautionner, de carrément si vous pouvez pas aller dans cette tribune-là et que vous voulez pas aller dans une autre, carrément de ne pas vous abonner. Ce qui serait peut-être une erreur parce qu'en même temps, vous mettez un peu comme on a fait nous à Paris, c'est se mettre un peu à l'écart de nous-mêmes. Mais t'y penses au fond de toi-même, ça, par exemple, de carrément dire on s'abonne pas. Mais je vais même te reprendre un peu, c'est pas la pire des solutions. Pour nous, c'est la meilleure des solutions, quoi. C'est encore la seule solution pour exister. Maintenant, c'est sûr que si on se trouve dans une tribune, qu'on s'assoit comme tout le monde et qu'on bouge pas, ça sert à rien. Maintenant, oui, c'est vrai que ça sera sûrement notre solution, oui. Ça sera sûrement notre solution, c'est-à-dire ne pas s'abonner et ils s'amuseront à nous chercher dans le stade. Et voilà, quoi. À part Paris et Monaco, quand ils vont venir, il y a 10 000 personnes qui trouveront vite fait. Mais je pense que la bonne... Et peut-être... Après essayer de voir aussi si tu comptes faire ça, vous comptez faire des actions, voir si demande conseil, je sais pas, mais voir si l'autodissolution c'est pas mieux que d'attendre la dissolution en cas de problème. Comme ça, judiciairement, toi tu peux te couvrir aussi, parce que il faut se dire aussi que si tu existes encore, juridiquement tu vas exister aussi. Et si un mec de ton groupe sur une action fantôme, une action personnelle ou quoi, fait une connerie sous tes couleurs, tu risques un petit peu de payer aussi ces pots cassés là. Donc essayer de voir si les actions seraient pas plus percutante si vous étiez plus en activité, parce que le fait que tu sois en activité, peut-être que ça limitera aussi ton champ d'action. Tu vois ce que je veux dire, Stéphane? Oui, je comprends très bien. Voilà. Le truc, c'est que à domicile, on va pas pouvoir bâcher, puisqu'ils vont pas nous laisser bâcher à Gévaudan ou en tribune latérale, pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il y a que là où on pourra aller, c'est en tribune latérale. Ils vont pas nous laisser bâcher là. Pour nous, voilà, quoi. Visuellement, au niveau de la télé, c'est la seule tribune, c'est vraiment cette tribune, on la voit. Et voilà, si on a une action à faire, ça sera peut-être là, mais peut-être ailleurs aussi, mais ça sera là. Et je pense que dès le 13 juillet à Mende, on va commencer, quoi. On va commencer, comme tu dis, on va commencer par plutôt faire du pacifiste, excusez-moi. Et après on verra, mais moi les jeunes, voilà, quoi, comme je peux pas contrôler tout le monde. La semaine, j'en vois quelques-uns, il y en a que je vois pas, il y en a quand à 40 km. Quand ils
ils ont fait la cotisation pour Marpé, j'ai rien vu, moi, j'ai rien su, et pourtant, quand ils m'ont donné l'enveloppe, je me suis demandé comment ils ont fait. C'est-à-dire que s'ils veulent faire les choses à cachette, là, c'était pour une bonne action, certes. Et s'ils veulent faire les choses à cachette, ça que je le sache, ils le feront, quoi. Et voilà, si moi, un jour, j'arrive à Gramoc, il y a 15 camarades et avec des fumis, je ne pourrais pas faire grand-chose. C'est clair, mais ça peut se produire. Ouais, mais par contre, il faut que les mecs aussi, c'est un petit peu à eux aussi que je m'adresse, parce que je pense qu'ils doivent t'écouter. Hein. Ouais, qui pensent à toi. Mais écouter leur président. Donc, les mecs, faites des actions pacifiques. Après, si les actions pacifiques, ça suffit pas, tu peux faire d'autres actions. Mais à partir de ce moment-là, il faudra autodissoudre le groupe pour éviter que judiciairement t'aies des problèmes. Que d'attendre que la dissolution plus ce qui va avec. Puis que le président du club, du club de supporters peut avoir des soucis. Puis bien sûr, donc même les personnes qui font, par exemple, le mec qui veut faire quelque chose, une action un peu moins pacifique, lui maintenant avec tout ce qui se passe, c'est facile de te retrouver. Donc tu peux et toi avoir des soucis, et puis le président de ton groupe, et en plus ton groupe de cœur que t'aimes, il peut se retrouver en plus dissous. Donc ça peut faire d'une pierre même pas 2 coups, 3 coups. Donc c'est ça, faut être plus intelligent que certains. Et même si je pense que la solution du boycott, c'est peut-être pas la meilleure solution, parce que nous c'est ce qu'on a fait au PSG, et quand on voit ça n'a pas porté ses fruits du tout, parce que voilà, 3 ans après, le stade il est plein, on n'est plus là. Mais le souci c'est facile de dire fallait pas faire le boycott, fallait prendre une décision au moment. Certains ont pris la décision de faire le boycott, quasiment tout le monde d'ailleurs. Voilà, c'est la décision qui a été prise. Moi, ce que je vous conseille, le boycott, ça peut être une bonne solution, mais ça peut être à double tranchant, en voyant un peu ce qui s'est passé au PSG. Donc, vous voyez un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire, par exemple. C'est pas tout à fait pareil, parce que c'est-à-dire que nous on pourra être représentés à l'extérieur dans les parcages. C'est-à-dire qu'on va pouvoir marcher, on va aller. Tandis qu'à Paris, c'était pas le cas. Et en plus à Paris, vous avez pas eu de bol, parce que il y a eu ce fameux plan, le pro. Et après, les Qatars sont arrivés juste après. Alors, pendant un an, c'était quasiment vide, et après, ça s'est rempli après. Tu dis, au moins vous pourrez au moins aller à l'extérieur, à la limite. Voilà. Et nous, avant que le stade soit plein, je pense qu'il va se passer des années, quoi. Parce que même en étant champion, on n'a jamais eu un stade à guichet fermé, à part contre les grosses équipes, bien sûr. Mais alors, vous imaginez là qu'on va jouer le maintien, puisque c'est ce qui va se passer. Quand il y aura 10 000 personnes l'hiver, ça sera un maximum, quoi. Ah, toi, t'as vu Jean Fernandez arriver, ça y est, tu penses que vous allez jouer le maintien? Non, c'est pas le fait, c'est pas Jean Fernandez qui me fait croire qu'on va jouer le maintien. On a eu des sacrés joueurs pendant une saison. On en a vendu quelques-uns, on en a bradé d'autres. Là, maintenant, cette année, on va reconstruire. Ça va être dur. En plus, les joueurs comprennent pas forcément une expérience du maintien. Pour moi, ça va être un peu compliqué, la chance que vous avez peut-être, vous, à Montpellier, comme beaucoup disent, ce qui a pu se faire à Paris avec le bassin de population. C'est vrai qu'à Montpellier, le stade, je pense pas me tromper, il est pas toujours plein, le stade, donc en voulant se séparer de certaines personnes, ça va amoindrir. En plus, si les résultats sont pas là, il y aura un peu moins d'affluence. C'est quoi à peu près Montpellier, c'était quoi cette année la moyenne? La moyenne, c'était 17 ou 18 000 sur un stade de 27-26 000. C'est-à-dire, aux deux tiers vide. C'est une moyenne, c'est-à-dire il y a, je sais plus, un ou deux matchs, on s'est retrouvé à 12 ou 13 000, et bien sûr il y a un ou deux matchs, on s'est retrouvé à 26 000, mais le guichet fermé à Montpellier, c'est rare, quoi. C'est rare, ça arrive quand il y a Paris, quand Monaco va venir. Ça va sûrement se produire, mais Marseille. Ça s'arrête là. Ou Marseille. Oui, mais Marseille c'est particulier. Marseille c'est 20 000 Marseillais. Alors on n'est plus chez nous, quoi. Quand Marseille vient, c'est que voilà, quoi. Les tribunes sont envahies par les Marseillais et même des Montpelliérains qui se la jouent la Marseillaise. Et vous, avec tout ce qui s'est passé dans l'année, là, par exemple, on a parlé de Castille, là, de Narpé, au niveau des responsables d'associations ou des noyaux un peu forts, un noyau dur des groupes de supporters, il n'y a pas un petit peu de
un peu d'aigreur ou d'amertume envers le club et en tout cas envers certaines personnes du club qui par rapport au comportement ou peut-être au manque de dialogue qu'il y a avec certains, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une bonne relation entre le club et ses supporters. Enfin, ses supporters, les supporters, on va dire un peu plus chauds, genre voilà, les gens ultras ou les associations de supporters, je veux dire pas les simples supporters qui sont tranquilles au stade assis en spectateurs. En fait, on est 5 à Sauce. Il me semblait, on en a peut-être un peu plus, mais de tête, j'en compte 5. Il y a les CCS qu'on va mettre à part parce que ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont maintenant âgées, qui ont dépassé la cinquantaine. On va les mettre un peu à part, mais après, il reste 4 groupes. En fait, il y a la BP, les Dramata et nous, où on va pas dans le sens de la ligue et du club. Et on est, on a aucun contact, très peu de contact avec la sécurité, avec Maître Grappin. On le voit une fois dans l'année, il nous fait son speech et voilà quoi. Et après il y a le 4e groupe, puisqu'on est 4 groupes, je n'en ai cité que 3, qui s'appelle le COP Wolf, le plus près du parcage, qui eux suivent le club, c'est le mot. Suivent le club. Et, vous êtes dans la même tribune aussi, vous êtes dans la... ils sont dans la tribune Corbière aussi. Ouais, j'ai des doutes, je pense que c'est eux qui nous ont un peu poussé à la porte. J'ai même des gros doutes, puisque l'année dernière, c'est eux qui l'avaient fait. Cette année, ça se reproduit. Voilà, quoi. Par contre, il faut 140 abonnements, nous on n'en fait que 30. Bon, en même temps, comme on a montré sur la vidéo de nos abonnements, on prend pas n'importe qui non plus, quoi. Mais ils sont bien, quand tu dis ça, là, c'est avec vous qu'ils sont pas en bon terme, tellement, ou c'est un peu avec l'ensemble? C'est aux 3 groupes restants. Avec tous les ultras, on va dire, ils ont un problème avec les ultras, ces gens-là. Ils ont un problème avec les ultras, c'est des gens qu'on voit jamais en déplacement. Et c'est pas un groupe d'ultras, ça? Eux, ils sont. Non, c'est un groupe de rien du tout. Je sais pas, je peux pas vous dire. Pourtant, pour se revendiquer COP carrément, c'est que COP. On en a parlé avec Philippe Broussard, ça part de Liverpool, ça part. Voilà, c'est une connotation aussi un petit peu ultra, quoi. Ah ouais, voilà. Ouais, non, mais il n'y a rien d'ultra, je vous rassure, ces gens-là, ils sont à côté de parcage. Il y a rien d'ultra. De temps en temps, il faut quelques doigts puisqu'il ne faut pas les déplacements, ils ne savent pas ce que c'est, il faut quelques doigts au partage. Après, ça s'arrête là, mais il n'y a rien d'ultra, quoi. Il y a des mecs, on les voit nulle part. En même temps, on dit ça, Stan, mais par exemple, à Boulogne, le COP de Boulogne, on peut pas dire que c'était, il y en avait dans la tribune, mais l'ensemble, c'était pas vraiment ultra. Bah, t'as plusieurs, si tu veux, t'as plusieurs mouvements à Boulogne. T'as le mouvement un petit peu italien, t'as le mouvement casual, t'as le mouvement skinhead, t'as le mouvement indépendant, t'as le mouvement anglais, enfin voilà quoi. C'est beaucoup de. C'était vraiment plus identité ultra à base de tifo un peu à l'italienne, etc. Que voilà, COP, tu peux faire partie d'un COP sans vraiment être un groupe ultra. Mais c'est vrai que bon, t'es quand même proche du mouvement ultra quand tu fais partie d'un COP en général. En tout cas, plus que de ton proche de ton club. Tu peux autant dire que le COP Boulogne était du côté mouvement ultra que par rapport à ses côtés, que le virage Auteuil par ses côtés était aussi ultra. C'est pas une chose ou une chose. Ultra, c'est un tout. C'est un composé de pas mal de choses. Il y a des gens très bien qui font aussi des fois des bastons parce que c'est les couleurs qui sont en jeu. Donc il n'y a pas non plus que le chant et à agiter le drapeau, c'est tout. Le mouvement ultra est un ensemble. Mais là, c'est vrai que c'est malsain la situation que dit Stéphane, parce que si t'as par exemple ce petit groupe qui est censé être un peu plus proche du club, pour être plus poli que ce que t'as dit, plus proche du club et qui est un peu en opposition avec les 3 autres groupes de supporters, c'est pas très bon et ça peut être une situation qui va se gangréner. C'est risqué aussi ça. Maintenant eux, s'ils jouent un jeu trouble par rapport aux autres groupes, c'est étonnant. Moi, je n'étais pas au courant de ça du tout. Toi, tu le savais, Stan? Hein? Tu le savais, toi, cette relation qu'il y a avec ce petit groupe le Copolf, non, mais ouais, si, j'en avais beaucoup discuté aussi avec des gars de l'Armata ou des gars de la BP,
ou avec Silva et tout. Si, ouais, parce que moi je m'intéressais aussi un petit peu à Scop. Cop Wolf, c'est vrai que moi, voilà, je dis Cop, tout de suite, je m'attendais à quelque chose un petit peu d'assez ultra ou bah non, pas du tout. Donc au début surpris comme toi, mais là non, pas du tout. Voilà, et après, voilà, c'est-à-dire qu'eux, ils sont derrière les buts. Leur position, si vous voulez, moi, que ce soit un groupe de supporters de Montpellier, ça me dérange pas, en soi. Je veux dire, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est leur placement, quoi. C'est-à-dire que nous, on nous vire parce qu'on nous dit qu'on n'est pas à notre place, et eux, on les laisse parce qu'on est en train de dire qu'ils sont à leur place. Je suis désolé, leur moyenne d'âge, c'est en dessous de 15 ans ou en dessus 45 ans. Voilà, je sais pas. Tribune, c'est une tribune populaire, certes, tout le monde a le droit d'y aller, mais si nous, on ne peut pas aller là, où c'est qu'on peut nous mettre à sachant que la proposition qui a été faite par le club, les abonnements à 230 €, c'est la tribune Petite Camargue, c'est là où on a été en premier, c'est-à-dire que en 2011, on était là, on s'est fait virer parce que ça allait pas. On nous a viré de cette tribune au bout d'un mois et demi parce que ça allait pas. Et on veut nous remettre là, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, quoi. Alors, le discours du club n'a plus de sens. En gros, vous pousse un peu vers la sortie, en gros. Oui, c'est ça, oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils attendent la connerie qui va être faite, qui va être sûrement faite. Ils attendent ça et voilà, ils vont nous massacrer. Ça, c'est sûr qu'ils vont nous massacrer. Je l'ai senti comme ça hier. Je vous le dis à vous, je le dis à la radio parce que c'est ce que j'ai senti. On va exploser en plein vol, ça c'est sûr. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, c'est un groupe que j'ai mené, ça fait 2 ans que je mène le groupe. On est parti à 3, on est 30, on fait tous les déplacements. Donc les jeunes font tous les déplacements. Moi, j'essaie d'en faire au moins une dizaine pour les accompagner. Voilà, il y en a qui sont fait massacrer en Grèce pour leur équipe, pour leur coureur. Et aujourd'hui, la récompense, elle est là, quoi. La récompense, on n'a plus rien. On n'a plus rien et on peut même plus vivre notre passion parce qu'aller au stade et s'asseoir, ça nous intéresse pas. On peut même plus vivre notre passion. Alors, je sais pas, ils ont pas pris conscience. J'ai essayé hier d'expliquer les choses à la sécurité, je sais pas, il me comprend pas. Il me comprend pas et on n'a pas le même langage. Du moment qu'on n'a pas le même langage, c'est compliqué, quoi. De toute façon là, à mon avis, voilà, comme on dit, ils veulent vous pousser à la porte gentiment et doucement, sans faire de vagues. Maintenant, faire des actions, c'est clair, pas se laisser faire. Et je pense que certains groupes internes ou externes dénonceront ça aussi par quelques petites banderoles ou quelques soutiens. Pour Narpé, vous deviez faire des t-shirts, vous avez fait les t-shirts, c'est toujours d'actualité ou pas? Oui, ça y est, les t-shirts sont partis, ça marche plutôt bien, on va dire. Ouais. Ça marche plutôt bien, déjà c'est une bonne chose. On a vendu très peu sur Montpellier parce que j'ai pas pris contact avec la VP ni les Armata pour les t-shirts encore. On a vendu quelques-uns, mais on a surtout vendu un peu dans toute la France. Bon, ça c'est plutôt encourageable pour le mouvement, puisque nous subissons la répression, nous vaincrons par la passion. C'était un message général, on va dire, pour tout le monde. Et ça marche plutôt bien, ouais. Ça marche plutôt bien. Bon, il faudra vendre encore beaucoup pour payer les frais d'avocat. Mais on est quand même content. On est content parce que le message passe. Apparemment, le message à lui-même passe. Alors, c'est déjà pas mal. Bon, c'est bien. Et moi, je demande à tous les ultras, de faire un petit geste, de prendre un petit t-shirt en soutien à Narpé et bien sûr au Camargue Unita. C'est un groupe ultra, voilà. On est rivaux dans les tribunes, mais on est unis contre la répression. C'est la règle, c'est comme ça. Il faut que pour vivre, il faut qu'on survive. Donc serrons-nous les coudes. On est sur la fin de l'émission, Steph. Je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine au mois d'août. Moi, je viendrai vous voir sur Montpellier. Et toi, tu viendras à la radio. Voilà. Oui, pour vos appels depuis l'étranger. À Paris, on montera et laissez tomber Paris, c'est plus une destination phare maintenant. On viendra vous voir à vous, on s'en fout du parc maintenant, on s'en fout, mais on viendra vous voir à vous. On viendra
soutenir. Ça sera au moins vous soutenir, quoi. Dans votre combat depuis 3 ans, et 3 ans, oui, peut-être plus, hein, pour certains, et voilà, quoi. Ces choses anormales, il faut les abolir. Il faut les abolir, et voilà, quoi. C'est incroyable qu'on puisse pas aller au stade tranquillement, que ce soit à Paris, à Montpellier, à Strasbourg, n'importe où. Je veux dire, il y a pas, je sais pas, moi, ça fait 30 ans que je vais au stade, j'ai jamais vécu ça, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est prêt à m'interdire de stade pour rien. Pour des idées, pour des idéologies, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. La France, elle crève de faim, et on nous fait chier pour un abonnement, pour un emplacement. Ça n'a pas de sens. On l'a vu dans l'actualité, hein, y en a qui braquent des trains façon Far West, ils rentrent chez eux, et puis il y en a qui allument un fumier place des Trocadéro, ils se retrouvent en zonzon. Donc voilà, c'est un petit peu l'image de cette France où voilà, et on tape sur le sensationnel pour pas parler d'autre chose. C'est à nous aussi de faire en sorte que ça change, hein. Donc l'unité, et puis voilà, des actions. Par contre, les amis, je parle aux petits jeunes des Camarga Unita, les amis, si vous comptez faire des conneries, prévenez votre président avant, parce que c'est lui qui aura les emmerdes. Vous aurez des emmerdes, mais les plus faut grosses. Faut penser aux conséquences, hein, parce que des fois, on n'y pense pas sur ce sera colère. Voilà. Ce sera pour Steph. Donc les mecs essayent d'être coordonnés dans la lutte. Aucune initiative personnelle, comme on dit. Hein. Surtout que ça fera plaisir à certains plutôt que d'améliorer le combat. Voilà, il y a assez de choix de contestation, même si des fois on peut dire ça sert à rien, si ça sert toujours. Donc les mecs, soyez coordonnés, mes amis. Steph, on se retrouvera bientôt, et puis le combat continue, mon ami. Ouais, merci à vous, merci pour votre soutien, et le combat continue, et on va tenir coup de peu, mais on sera là encore pour un petit moment. Merci. On l'espère, franchement, parce que voilà, c'est aussi leur donner la facilité de d'éteindre une passion, et il est hors de question. Mes amis, 21h32, on a fait encore une bonne émission. C'était une bonne émission. C'est la dernière de la saison. Elle a été éprouvante cette année encore. Xavier, un petit mot sur cette année? L'année, elle était éprouvante. Il y a eu beaucoup de sujets dont on a parlé. On a parlé beaucoup de Paris, mais pas que. Donc c'est bien, on a un peu élargi la palette des gens qui viennent s'exprimer. Et, ça a été une très très bonne année. Donc une autre année complète, comme j'étais arrivé en cours à l'époque, tu t'en souviens. Donc là, c'est ma 2e année complète, il me semble. Et donc non, c'était sympa. On a eu en plus beaucoup de personnes, des personnalités même, hein. On a pu faire je sais que ça t'a tenu à cœur, et moi aussi, l'émission hommage à Francis Borrelli, on a eu de très bons invités cette année, notamment quand on parle tribune, d'avoir eu Nicolas Ourcade, et puis de ce soir Philippe Broussard. Non, c'est super. Puis on remercie les gens qui nous écoutent, et puis moi je fais un petit coucou, ils se reconnaîtront aux personnes avec qui j'étais samedi soir, samedi toute la journée, pour un petit tournoi de foot, et puis on a fait un petit barbecue ensemble. On va pas se mentir, hein, c'est Liberté pour les abonnés, avec qui on est en très bonne relation, et avec qui j'ai fait 2 déplacements cette année. Ouais, on les salue, on les embrasse, parce que c'est des fidèles de l'émission. Puis en plus moi j'ai pu faire 2 déplacements contre parcage cette année, et c'était sympa. J'espère pouvoir en refaire dans l'année qui vient, même si j'ai bien peur que ça va être compliqué. Maintenant, faut espérer, quoi, parce que si jamais on pouvait même plus se déplacer en contre-parcage, déjà qu'on va plus au Parc des Princes, c'est parce que c'est pas évident d'y retourner. Ça serait dommage, parce que maintenant, espérons, mais j'ai bien peur qu'au niveau de tout ce qui était arrêté préfectoraux et billets annulés, que ça se complique encore plus, malheureusement. Ouais, mais on sera toujours là. On a été à Montpellier, à Nice, on a été partout. On ira à Nantes, qui remonte, on ira les voir, hein. Liberté pour les auditeurs ira chez les Canaries, au cœur des Canaries. T'as raison de revenir là-dessus, parce que toi, t'as été à Montpellier, t'as été super bien reçu. Nous, moi avec Cindy, avec Nice, on a été accueillis pendant un week-end royalement. On a pu faire un Nice-Marseille. C'est vraiment sympa de pouvoir faire des stades comme ça, avec de l'ambiance. Et toi, t'as été à Montpellier. Je pense qu'on en refera l'année prochaine. Et c'est vraiment des bonnes expériences qu'on peut faire grâce à la radio et aux connaissances qu'on a fait grâce à l'émission.
Voilà, c'est pour ça, montrer aussi notre image, montrer une bonne image, montrer ce que c'est vraiment la culture ultra, la culture supporter, ce que vous voulez, comment on peut l'appeler. Moi, je remercie tous les membres, les leaders d'associations comme Stéphane des Camarga Unita, que ce soit Sylvain de la BP, que ce soit Dario des Armata, que ce soit Fab ou je sais plus de la BSN, je me perds dans tous les noms. Je remercie tous ceux des VE, de Nantes, de Bordeaux. Voilà, c'est merci à tous, merci bien sûr aux auditeurs. On est de plus en plus. Et ça devient une grosse communauté, ça devient un gros mouvement aussi, cette émission. Merci pour votre soutien. C'est des fois c'est dur, mais grâce à vous, on repart de plus belle, bien sûr. Liberté pour les abonnés, sans quoi cette émission, bien sûr, n'existerait pas. Un combat qu'on mène depuis 3 ans. On le lâchera pas, on repartira l'année prochaine. J'embrasse tout le monde, je sais plus quoi dire, je sais plus qui remercier. Je pense que j'ai fait le tour. C'est vrai que finir comme ça, ça fait toujours un petit pincement de finir une saison. Tu te dis, est-ce que ce sera vraiment la dernière? Non, on essaiera de revenir, les amis, et on va préparer pour être encore plus fort et encore plus casse-couille. Appelons un chat un chat. Essayons d'être vraiment le poil à gratter de tous ceux qui nous combattent. Donc merci à tous, merci Xavier, merci Théo, merci Ludo, merci Thomas en off, merci à Stéphane, merci à Chris Nissa aussi, notre Niçois, il était pas là ce soir. Ouais, et puis une grosse pensée à celui qui nous a quittés, il est encore en vie, je vous rassure, mais avec qui cette saison a été bien sympa aussi, qui faisait aussi, moi j'ai participé à Qu'on aime le foot, on parle foot avec lui aussi, Christopher, on pense à lui, on fait un petit coucou parce que il a vraiment eu une part prépondérante dans la réussite de l'émission cette année, vraiment, et je tenais comme toi d'ailleurs à saluer Christopher, même si il est plus avec nous dans l'émission, ni sur RTS, mais il manque à beaucoup de monde. C'est vrai que Chris a fait en sorte que il s'est intégré à l'équipe, il a fait son petit hommage. C'est vrai que il nous manque, on l'embrasse aussi, j'embrasse tout le monde, voilà. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et à tous ceux qui croient en nous, parce que il faut croire aussi à tout ça. Donc merci, et puis à l'année prochaine tout simplement. Allez, ciao, bonsoir comme dirait l'autre. Allez, bonnes vacances.